Et Sophie aussi, après Enrique. Ah, Enrique. Oui, il pratique. Hein. Je chante pas très bien, mais. Une petite minute. Je chante bien en playback. Il chante bien. Ça va ? On y va. Allez, on y va. Bonjour à tous. Merci d'être présents sur cette session qui est donc parrainée par Omron Médical. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui 3 amis qui sont là, avec qui on a préparé ce programme ensemble. On va se faire, vous allez voir, un petit peu du ping-pong. On essaie de faire une présentation un petit peu originale. Et l'idée, c'est également que, évidemment, ce soit interactif et qu'on puisse discuter avec vous. Donc nous aurons successivement, dans le désordre, dans l'ordre, vous allez découvrir Roland Asmar qui va vous faire une présentation, également Marie-Lucie Sublet et Atul Patak. Et on va essayer de rendre cette présentation aussi conviviale que nous nous entendons bien dans la vie. Donc voilà, donc Roland, si tu veux dire un petit mot. Merci beaucoup Thierry, bienvenue Kamel, ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Exactement comme il vous a dit, on n'a pas voulu vous faire les topos l'un après l'autre. On a voulu que ce soit une discussion autour d'un thème. C'est pour ça que vous voyez sur la même diapo le conflit d'intérêts de tous les intervenants. Il n'y a rien de particulier à part que le fait que c'est un Sampo sponsorisé. Le thème d'aujourd'hui, pendant 1 heure, on va parler de l'actualité dans l'hypertension artérielle et la fibrillation auriculaire. Vous allez avoir plusieurs points de vue. Regardez les institutions en bas. Il y a la Fondation, il y a l'INSERM, il y a le syndicat, il y a la Société française d'hypertension, il y a l'assistance publique, il y a le centre hospitalier de la Princesse Grace. Donc vous allez avoir des approches qui sont de pragmatique à l'académique autour d'un sujet qui est l'actualité dans l'hypertension et fibrillation auriculaire. Quand je regarde le titre, moi déjà ça me pose un petit souci. L'actualité en hypertension et en fibrillation auriculaire, est-ce que vraiment c'est des sujets qui sont encore d'actualité ou on a tout fait dans l'hypertension et dans la fibrillation auriculaire? Moi j'ai entendu dire il y a quelque temps, tout a été fait dans l'hypertension, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Est-ce que, avant d'aller dans les actualités, est-ce que c'est des sujets d'actualité, Marie-Lucie? Bonjour à tous, merci pour cette question qui effectivement est la question clé. Est-ce que vous êtes à la bonne session? Est-ce qu'on a effectivement quelque chose à vous dire? Moi je dirais que oui. Oui pour 2 raisons. Nous avons 2 maladies cardiovasculaires les plus fréquentes en un seul symposium. Et je pense que vous devez être convaincus de cela. Tout d'abord, l'hypertension artérielle, première maladie chronique dans le monde, première cause des décès des morbimortalité cardiovasculaire. Et vous avez ici sur votre gauche une courbe qui parle d'elle. 41% des femmes et 51% des hommes dans le monde n'ont pas été diagnostiqués. Je vous laisse juste voir ce chiffre et de se dire que je pense qu'en termes de dépistage, nous avons encore beaucoup à faire. Et si à ça, on ajoute que 43,6 millions de personnes dans le monde présentent une EFA, et cette prévalence, elle est vraie, par exemple, en 2016, lors des dernières recommandations européennes, et ben je pense que le cocktail entre la première cause de fibrillation auriculaire qui est l'hypertension et l'hypertension sont véritablement 2 maladies pour lesquelles il faut être convaincu qu'on est à la bonne session et au bon endroit pour discuter des actualités, je l'espère. Marie-Lucie,
C'est bien, donc c'est des sujets d'actualité. Tu nous montres que la prévalence est très importante, aussi bien pour l'hypertension que pour la fibrillation auriculaire. Mais quand je regarde la diapo, je vois le world, le monde, à travers le monde, la carte mondiale. Nous sommes en France, les choses ne sont pas du tout les mêmes. Atul, je m'adresse à toi. Tu es l'ancien président de la Société française d'hypertension artérielle. Tu as les chiffres en France, le paradoxe français. Tout ça, ça existe en France, là, ce que nous a montré? C'est pas comme le vin rouge. Il y a le paradoxe français pour le vin rouge, mais il n'y a pas de paradoxe français pour la fibrillation auriculaire et l'hypertension artérielle. Alors, de façon très intrigante, et vous avez peut-être pris note de ce bulletin épidémiologique qui a été publié le jour de la, je dirais, fête nationale de l'hypertension artérielle, le 17 mai. D'abord, il n'y a pas véritablement de différence entre l'épidémiologie de l'hypertension en France et celle mondiale. On est aussi mauvais ou aussi bon, selon votre nature, que nos collègues. On considère, ces derniers chiffres le montrent, qu'il y a à peu près 17 millions de sujets hypertendus. Donc c'est d'actualité, on parle de quasiment un adulte sur 3 en France qui est hypertendu. Et puis, malheureusement, vous le voyez ici, seul un hypertendu sur 2 est traité et seul 1 sur 4 est à l'objectif. Donc ces 3 chiffres déjà vous montrent que finalement il y a très peu de différence entre la projection mondiale représentée par Marie-Lucie et ce que l'on a chez nous. Alors pourquoi c'est peut-être pas le lieu pour parler de tout ceci, mais en tout cas, vous le savez, l'hypertension artérielle, c'est la première cause de fibrillation auriculaire, par des mécanismes un petit peu complexes que je vous détaillerai tout à l'heure. Et donc, pour répondre directement à ta question, Roland, il n'y a pas de paradoxe français pour cet aspect-là. Il y a une forte prévalence des sujets hypertendus et une forte prévalence des sujets en fibrillation auriculaire. Alors, il y a une manière indirecte de répondre à ta question, c'est par exemple de reprendre des essais cliniques qui ont été faits dans le domaine de la fibrillation auriculaire, essais dans lesquels il y a une représentativité nationale, puisque des patients français ont été inclus dans ces essais, et vous voyez, vous reconnaîtrez certainement les acronymes des plus récents, Rocket Relay, qui étaient des essais, vous savez, de fibrillation auriculaire pour évaluer l'efficacité des anticoagulants oraux de nouvelle génération, ou les plus anciens qui étaient des essais de stratégie thérapeutique pour contrôler le rythme ou voir s'il fallait ou pas restaurer le rythme sinusal chez nos patients en FA, Piaf ou Race. Eh bien, vous voyez que peu ou prou, la prévalence de l'hypertension artérielle dans ces essais cliniques, elle aussi entre 50% pour les plus anciens et pour les plus récents, quasiment 90% de sujets hypertendus dans ces essais qui avaient inclus à 100% des patients en fibrillation auriculaire. Donc, 1, la prévalence de l'HTA est très importante. 2, je n'ai pas de chiffres français, mais en tout cas, si on extrapole les données des chiffres des essais cliniques, qui est un monde artificiel, eh bien, on retrouve une prévalence très importante de cette fibrillation auriculaire. Troisième observation, il y a une relation directe entre le poids de l'hypertension artérielle et la genèse ou la prévalence de cette fibrillation auriculaire. Dans ce diagramme, eh bien, vous avez ce que les anglo-saxons appellent le hypertension burden, c'est-à-dire que ce n'est pas que le niveau manométrique de votre pression artérielle, mais c'est aussi la durée, le contrôle, l'ancienneté, l'effet de cette hypertension artérielle sur les organes cibles. Et donc, vous pouvez classer vos patients en fonction de ce degré de charge. Et vous voyez ici que les patients qui ont la charge hypertensive la plus importante, il y a quasiment une relation linéaire, sont ceux qui développent le plus de fibrillation auriculaire. Autrement dit, c'est prévalent. C'est très prévalent. Il y a une relation forte entre la coexistence d'une hypertension artérielle et d'une fibrillation auriculaire, et c'est intimement lié à la nature de la pression artérielle, à la nature de l'hypertension artérielle. Si on rentre dans le détail de ces essais cliniques, eh bien, sur la base de l'essai On Target, on a pu même aller un peu plus loin et analyser chacun des constituants de cette charge hypertensive. Et on retrouve dans ce travail que les patients qui ont une pression artérielle systolique élevée sont ceux qui sont les plus à risque de développer une fibrillation auriculaire. La pression artérielle diastolique n'a pas été identifiée comme un marqueur de risque, les données sont non significatives. Et de façon attendue, la pression pulsée, vous savez, qui est un indicateur de rigidité artérielle, a elle également été associée à ce surrisque de fibrillation atriale. Pour terminer, et c'est ça, je crois que c'est les messages qu'il faut retenir, c'est que la prévalence de la fibrillation auriculaire et de l'hypertension artérielle augmente et sont intimement liées. Les patients hypertendus sont des patients qui sont à risque de développer une fibrillation auriculaire de façon très importante. Ce risque est médié par la charge de la maladie, le niveau tensionnel, l'ancienneté de la maladie, la préexistence ou la coexistence d'une atteinte d'organe cible. Enfin,
il y a une relation quantitative, plus la pression artérielle est élevée, plus le risque de développer une fibrillation atriale est élevé. Et il y a une relation que j'ai appelée qualitative. Par exemple, quand vous regardez dans certains travaux les mesures ambulatoires de la pression artérielle des 24 heures, eh bien on sait que certains profils vont être eux aussi plus à risque de développer une hypertension artérielle. Par exemple, les sujets non dippers ou ceux qui ont un profil même reverse dipper ont 2 fois plus de chances de développer une fibrillation atriale. Donc il n'y a pas de French paradoxe, Roland. Par contre, il y a une confirmation de cette relation forte entre hypertension artérielle et fibrillation atriale. Je suis dans un service où j'ai beaucoup de rythmologues et à chaque fois que je les vois, je leur dis, bon, avant de me faire une ablation, de me faire une cartographie, contrôlez les chiffres tensionnels parce que c'est le premier facteur de risque d'arythmie atriale. Et là, c'est... Alors ça, oui, peut-être, je voulais le garder pour plus tard, mais je peux le montrer là. C'est une démonstration inverse. C'est une démonstration inverse, c'est-à-dire je vous ai essayé de vous convaincre qu'il y a une relation directe entre pression artérielle et fibrillation atriale. Quand vous essayez de définir une relation de causalité, eh bien d'abord vous faites une analyse de corrélation, elle existe, puis vous faites une analyse de causalité, elle existe, et puis dans un dernier temps, vous faites ce qu'on appelle de l'épidémiologie reverse. Alors cet essai clinique est très intéressant parce qu'il a comparé l'incidence de la fibrillation atriale chez des hypertendus selon qu'ils sont contrôlés de façon standard, pression artérielle à moins de 140 mm de mercure, ou de façon plus agressive, pression artérielle systolique inférieure à 130 mm de mercure. Et donc, c'est bien une démonstration reverse, c'est-à-dire quand on baisse la pression artérielle, quand on la baisse de façon intense, de façon rapide, eh bien, on réduit le risque de développer une fibrillation atriale. Donc, la boucle est bouclée. Ce qui est vrai de façon causale et antérograde est vrai aussi de façon rétrospective et interventionnelle. Ça explique, cette diapo explique ce que tu dis au rythmologue, normalisez-moi la pression, puis après on verra, on a la preuve concrète. Merci beaucoup à tous. Donc si je comprends bien, on va passer de la théorie. Donc il y a une confirmation, c'est quelque chose qui est très fréquent, une prévalence très élevée, aussi bien de l'hypertension que de l'arythmie. Il y a une relation à double sens, on verra le mécanisme physiopathologique après, si on a le temps, et que cette combinaison est quelque part dangereuse et d'actualité, et elle est valable partout dans le monde et valable en France. Mariole, ici, on va passer de la théorie, donc de la prévalence, etc., à la pratique. Et je pense que tu as un cas clinique qui te tient à cœur, que tu voulais nous montrer et poser des questions et prendre l'avis des participants. Tout à fait, tout à fait. Donc, étant une clinicienne, je suis attachée, bien évidemment, à tout ce qu'on voit de tous les jours. Je suis un peu intimidée parce que je suis au sein des cardiologues, alors que moi je suis interniste et hypertensiologue. Et peut-être que vous attendez un cas clinique rythmologique très complexe. Je n'espère pas vous décevoir. On va être très pratique. Mais en tout cas, c'est un vrai cas. Ce sont des vrais cas et des vraies situations pour lesquelles je voudrais avoir votre avis. Alors, il a 86 ans, il est en bon état et il consulte parce qu'il veut tout simplement renouveler son ordonnance. Comme antécédent, vous voyez, il est comme on les aime, c'est-à-dire multiples pontages, une HTA ancienne, un diabète, une dyslipidémie, rien d'extraordinaire. Une artérite des membres inférieurs, ça commence à faire un tout petit peu la somme, puis la prothèse aortique, puis l'insuffisance cardiaque, et puis un électrocardiogramme qui montre qu'il est sinusal. Donc voilà ses antécédents et son traitement qui essaye d'être, on va dire, le plus corrélé ou le plus approché aux nouvelles recommandations. Donc c'est un cas clinique d'il n'y a pas très longtemps et encore une fois qui vient à la consultation des cardios pour renouveler son ordonnance. Et Monsieur H montre cette photo à son médecin et il lui dit « Je suis un peu inquiet, je sais pas, mais je suis inquiet, voici ma photo de mon tensiomètre. Est-ce que vous êtes inquiet ?» Donc, je vous laisse un peu voir les chiffres. Que ceux qui sont inquiets lèvent la main. Voilà. Juste inquiet, hein? Je ne vous dis pas pourquoi. Il y a des gens qui sont inquiets. Il n'y a pas beaucoup d'inquiets. Hein. Pas beaucoup d'inquiets. Non, mais c'est bon, hein? On n'a peut-être pas besoin d'être inquiet. On va discuter. On va discuter. On va discuter. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est la pression artérielle systolique qui nous embête? Est-ce que c'est la pression artérielle diastolique? Bon, d'accord.
Est-ce que c'est l'horaire de la mesure? C'est quand même 23 heures, donc bon, d'accord. OK. Est-ce que c'est la fréquence cardiaque? Alors, vous voyez peut-être pas super la photo, mais c'est 79. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des gens inquiets, mais voilà. Est-ce que c'est le tensiomètre? Et encore une fois, c'est un vrai cas clinique. Ce n'est pas du tout un intérêt particulier pour cette session. C'est un vrai cas. Donc, est-ce que le tensiomètre est bien, pas bien? Est-ce que c'est la qualité de la photo? Parce qu'effectivement, le monsieur, il était angoissé et il voulait à tout prix prendre la photo. Ou est-ce que c'est autre chose? Il y a une personne en avant qui a dit « le petit cœur m'inquiète ». Alors, on va y arriver. Les chiffres tensionnels, alors, juste par rapport au point que vous venez de soulever, il est asymptomatique et il est comme d'habitude. Et comme je vous l'avais dit, il est venu renouveler son ordonnance et la seule chose qu'il veut, c'est vous montrer les chiffres de son appareil et vous montrer la photo. Et il vous dit « je suis inquiet ». Point. Alors, les chiffres tensionnels un peu bas pour un hypertendu, ce n'est pas quelque chose que je vais vous apprendre. Il a une insuffisance cardiaque, ok, bon, les chiffres tensionnels sont ce qu'ils sont, ils sont habituels et vous avez son automesure où vous pouvez comparer. La fréquence cardiaque est à 79 et on peut même se poser la question s'il est observant par rapport à ses bêta-bloquants. On pourrait. Bon. Mais effectivement, le patient nous dit, et c'est quoi ce symbole, docteur? Et là, le docteur ne sait pas. Le docteur ne sait pas. Et je vous pose la question, moi je n'ai pas honte. Je vous le dis, je ne connais pas tous les appareils, je ne connais pas tout, je ne savais pas. Je ne sais pas. Ah, eh bien docteur, je vais vous expliquer. J'ai lu la notice et voilà, je suis inquiet parce que ce symbole indique qu'il y a un pouls irrégulier. Êtes-vous inquiet pour moi? Et là, c'est la vraie question, parce que je suis en face du malade, je ne sais pas ce que ça voulait dire ce symbole, et qu'effectivement, il m'apprend, je me rends compte qu'il a une insuffisance cardiaque, et je me rends compte que peut-être il y a quelque chose que j'ai passé à côté, et peut-être que j'aurais voulu faire un électrocardiogramme, peut-être. Eh bien, il n'y a pas eu. Et c'est justement les questions, il y a un certain nombre de questions à se poser quand on a ce petit cœur qui apparaît, que le cœur est irrégulier. Est-ce que les mesures de pression artérielle sont fiables? Est-ce que la mesure de la fréquence cardiaque est vraiment exacte? Eh bien, c'est toutes ces questions qu'on va essayer de voir avec Roland Asmar maintenant, qui est un spécialiste de ce domaine. Roland, c'est à toi. Merci Thierry. Avant d'aborder, à votre avis, et sincèrement, le symbole cœur, je suis entièrement d'accord avec toi, Marie-Lucie, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi, parce qu'on ne connaît pas l'affichage de tout ce qui existe sur le marché. Voir un petit symbole du cœur, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, on a briefé les médecins du matin au soir, ça fait des années. Regardez les 3 chiffres, la systolique, la diastolique et la fréquence cardiaque. Ne regardez même pas la moyenne, la pulsée uniquement d'un œil et le reste, vous vous en foutez. Donc, je comprends que beaucoup de médecins ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, d'autant plus que pas toutes les machines font ça. Moi, je vous posais une question à la vision de cet écran. Quelles sont les questions que vous aurez posées? Et on s'en fout de la marque, de l'appareil, etc. Allez-y. Donc, de la fiabilité du signal arythmie. Exactement. Est-ce qu'il faut une confirmation électrocardiographie? Irrégularité, arythmie en général. Je n'ai pas précisé. Maxime. Super. Donc, une deuxième question et qui pèse lourd. Est-ce que ce signal est fiable de l'arythmie, entre guillemets? La deuxième question, est-ce que les chiffres tensionnels en cas d'arythmie, puisqu'on vous a dit pendant des années en cas d'arythmie, les appareils ne marchent pas, il faut absolument le prendre à l'auscultatoire 1 fois, 2 fois, 3 fois et prendre la moyenne. Est-ce que la systolique et la diastolique que tu as montré est fiable? Et la troisième question, la fréquence cardiaque, donc les pulsations, la fréquence des pulsations.
Et si le patient est parfaitement asymptomatique, pourquoi prend-il sa tension à 23 h le soir? Ah, il y a peut-être un profil psychologique particulier. Ou inquiet. Comment? Est-ce que l'heure De l'appareil est exacte, fiable. Est-ce qu'il a bien été Moi, calibré? je vous montre ici les 3 questions amateurs de technique depuis toujours et de méthodologie. Voilà les 3 questions que je me serais posées. 1. La fiabilité du diagnostic d'une arythmie, c'est-à-dire ce signal du cœur qui clignote. Est-ce que c'est fiable, oui ou non? 2, ce que vous avez dit, est-ce que la pression artérielle et la fréquence cardiaque, les chiffres que j'ai en face de moi, sont fiables, oui ou non? Et 3, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois mesurer la pression chez lui? À la première question, voilà la réponse. Si je prends des appareils qui ont ce signal d'arythmie et qui ont été validés, je parle d'appareils validés, et je fais une méta-analyse, regardez les résultats me disent, écoutez, pour le diagnostic d'une arythmie, ça a l'air pas mal du tout. J'ai une spécificité qui n'est pas mal, et une sensibilité qui n'est pas mal, et donc c'est fiable. À partir de là, si vous voyez ça, et vous êtes un expert dans une société savante, vous dites il faut que je parle à mes collègues parce qu'il faut changer les recommandations. Parce que jusqu'à il y a 2 ans, on vous disait n'utilisez pas ces appareils en cas d'arythmie. C'est des appareils qui ne valent rien. Il faut que vous remettiez la méthode auscultatoire, les Korotkov, la PAS et la PAD. Là, ce que je suis en train de vous dire, non, pas du tout, ça a l'air fiable. Donc ça, c'est une nouveauté qui date d'il y a 2 ans. Et si vous prenez maintenant les nouvelles recommandations, et je suis sûr que les nouvelles recommandations de l'ESC va la comporter, puisque celle de l'ASH la comporte, ces appareils sont fiables. Donc, oui, Marie-Lucie, pour répondre à ta question, il fallait s'inquiéter de ce signal parce que les appareils, surtout c'est les appareils qui ont été validés, quand ce signal affiche arythmie, ce n'est pas une simple contraction musculaire qui est aberrante, etc. C'est qu'en grande majorité, ils sont fiables. À la deuxième question, qui est encore plus importante, que vous avez posée ici, la systolique et la diastolique, est-ce que c'est fiable? Toujours la même méta-analyse. Regardez le tableau à gauche qui vous montre la systolique et le tableau à droite qui vous montre la diastolique. Toujours des appareils validés, etc. On a fait la méta-analyse. Et quand je regarde en bas du tableau, je suis à plus ou moins 1 mm. Donc ça a l'air fiable pour la systolique. Quand je regarde pour la diastolique, à plus ou moins 2, pour nous, les méthodologistes des appareils de la méthodologie, on trouve que ça commence à faire beaucoup de millimètres. Et donc on dit, écoutez, il y a une précision qui est acceptable, voire bien pour la systolique, mais il y a une surestimation de la diastolique. Toujours, si vous êtes expert et impliqué dans des sociétés savantes, vous dites, mais ce n'est pas possible. Ça fait 20 ans, 50 ans, on dit aux médecins le contraire. Peut-être parce que les machines n'étaient pas comme ça, les machines n'étaient pas aussi fiables, mais si je regarde bien les résultats, les appareils sont fiables pour mesurer la pression systolique et ils surestiment un peu la pression diastolique. Donc, est-ce que j'ai le droit de les écarter? Non. Et donc, c'est la deuxième nouveauté que vous allez voir dans les recommandations. Oui, chers collègues, vous pouvez utiliser les appareils automatiques même si le patient est en arythmie. Et la systolique qu'il va vous donner, elle est très fiable. La diastolique, elle est un peu surestimée. Deuxième nouveauté dans les recommandations qui, à mon avis, vous allez la voir. Et à la fin, vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je conseille à mes collaborateurs, à mes collègues? Je dis, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il y a une précision raisonnable pour la systolique, une surestimation pour la diastolique, que ce soit mes mesures, moi, auscultatoires ou les mesures oscillométriques, ça montre des associations similaires avec les atteintes organiques ou avec les mesures intra-artérielles. Mais l'élément le plus important, dans cette population, si je considère que c'est la systolique qui est le facteur le plus important et je suis fiable pour la systolique, à la limite, je m'en fous un peu de la surestimation de la diastolique. Et en se basant sur ça, on a changé les recommandations et on a dit oui, vous pouvez utiliser ces appareils, notamment pour mesurer la pression systolique.
C'est quoi l'avantage? L'avantage, il est là. L'avantage, c'est que peu importe où ce patient va mesurer la pression artérielle, si j'utilise la même technique, la méthode oscillométrique, les appareils automatiques, Marie-Lucie, ton patient a fait la mesure à domicile, il a utilisé la méthode oscillométrique. Si je veux lui faire une automesure, ça va être de la méthode automatique oscillométrique. Si je veux lui faire un holter tensionnel, ça va être de la mesure oscillométrique. Quand il vient chez moi au cabinet, ça serait aberrant d'utiliser une autre technique. Et en plus, j'ai la preuve maintenant que je peux utiliser la méthode oscillométrique. Donc, on peut utiliser la méthode oscillométrique et ça fait une homogénéité de l'emploi de la même technique dans toutes les conditions de la mesure. Et ça aussi, c'est un point qui est assez important dans les nouvelles recommandations. Donc, on a confirmé le diagnostic à Tulle, ça. Moi, j'aimerais bien comprendre ce lien. Pourquoi il fait ça? Moi, je garde jeune hypertensiologue, quand j'ai commencé l'hypertension, on me disait, la première anomalie, ne regarde pas la SVG, ce n'est pas le ventricule, c'est l'oreillette et l'arythmie. Et quand tu as dit ce lien, ça m'intrigue. C'est quoi les mécanismes derrière? En plus, il y a des nouveautés. Alors, on vous a dit, c'est l'actualité. Est-ce que ce couple fibrillation atriale et hypertension artérielle, est-ce que c'est un couple infernal? Eh ben, c'est Atul qui va nous détailler le fonctionnement de ce couple. Alors, de façon très simple, avant de rentrer dans des choses de physiopathologie, on fait des cœurs, on fait des vélos. Moi, je vais vous faire le triangle. Pensez au triangle, le fameux triangle de Koumel. Le triangle de Koumel, il synthétise très bien la physiopathologie de cette association morbide. Pour qu'il y ait de la fibrillation auriculaire, il faut qu'il y ait du cœur malade. C'est en général la cardiopathie atriale, mais il y a aussi une part de cardiopathie ventriculaire. Je reviendrai là-dessus. Les troubles du remplissage, les troubles de la compliance, la fibrose, l'hypertrophie contribuent à la cardiopathie atriale et font le lit de l'arythmie. Et cette cardiopathie, c'est la conséquence de l'hypertension artérielle. Il faut une gâchette. Et la gâchette, c'est souvent le déséquilibre tensionnel, l'élévation des chiffres tensionnels, essentiellement systoliques, l'élargissement de la pression pulsée qui est un témoin de rigidité artérielle. Et puis, il y a ce qu'on appelle dans le triangle du Koumel une anomalie de l'environnement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a autour de ça. Et ce qu'il y a autour de ça, c'est en particulier le système rénine-angiotensin-aldostérone, et le coupable, c'est l'aldostérone. Donc déjà, si vous retenez ces trois pointes du triangle, la cardiopathie, la gâchette hypertensive et le médiateur aldostérone, vous avez en tête les mécanismes qui expliquent la relation entre fibrillation auriculaire et hypertension, ou plutôt entre hypertension artérielle et fibrillation. Donc ce schéma synthétise cela. Au départ, on a ce patient hypertendu et l'hypertension, vous le savez, modifie pas tellement la pré-charge, mais surtout la post-charge, génère des contraintes qui vont être responsables d'une altération des fonctions de remplissage, de la compliance du ventricule gauche, et puis, bien sûr, par augmentation de la pression auriculaire gauche, dilatation et remodelage atrial. Ça, c'est un bloc. Et ça, on sait que cette cardiopathie, ce remodelage, va faire le lit de la fibrillation auriculaire. De l'autre côté, il y a ces environnements. Je vous ai parlé du système rénine-angiotensin-aldostérone, j'y reviendrai, mais il y a aussi l'hyperactivité sympathique, le retrait du vague que l'on voit chez les diabétiques et obèses. Et ça aussi, par ce déséquilibre de la balance sympatho-vagale, ça va promouvoir, vous savez qu'il y a différents types de fibrillation auriculaire, plutôt catécholaminergique, d'autres plutôt vagales, mais le déséquilibre de cette balance va être un pourvoyeur de fibrillation auriculaire, c'est le champ de la dysautonomie. Et puis de l'autre côté, je vous l'ai dit, rappelez-vous cette analyse de l'étude on target, la systolique plus que la diastolique, la pression pulsée, il y a un véritable couplage artériel cardiaque, et l'hypertension, c'est une maladie qui va toucher d'abord les vaisseaux. Cette rigidité artérielle va générer des contraintes hémodynamiques, mais va aussi générer l'activation d'un autre système, qui est le système rénine-angiotensin-aldostérone, et qui va contribuer à la genèse de cette fibrillation auriculaire. Donc, je vous l'ai dit, une des points du triangle, c'est ce système rénine-angiotensin-aldostérone. Il y en a d'autres, hein. Quand vous faites des dosages hormonaux chez des patients qui ont les deux maladies, vous retrouvez une élévation de tous les marqueurs classiques que l'on retrouve chez des patients hypertendus. Angiotensine, endothéline, vasopressine, catécholamine. Mais ce marqueur en particulier, l'angiotensine 2 et son corollaire, l'aldostérone, est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va être celui qui va attaquer de front chacune des points du triangle.
Au niveau vasculaire, vous le savez, l'angiotensine 2 va être un vasoconstricteur très puissant et va générer cette dysfonction artérielle qui elle-même va avoir une conséquence sur le muscle cardiaque. Au niveau des tissus, qu'ils soient vasculaires ou cardiaques, l'angiotensine 2, c'est un très grand pourvoyeur de fibrose et d'hypertrophie, mais également de remodelage délétère. Et puis, de façon très directe, quand vous mettez de l'angiotensine 2 sur des cellules et que vous étudiez l'électrophysiologie cellulaire par des techniques dites de patch clamp, eh bien on sait que l'angiotensine 2 a la capacité de modifier, par exemple, les flux calciques intracellulaires, qui font souvent le lit de l'arythmie, ou de modifier les périodes réfractaires. Donc, il y a un véritable remodelage cardiaque, vasculaire et électrique qui est entre autres médié par ce médiateur qu'est l'angiotensine. Autre particularité, là plutôt hémodynamique, c'est le centre de mon schéma. Au centre, il y a l'hémodynamique. À droite, vous avez l'angiotensine et le remodelage vasculaire. À gauche, vous avez la balance sympathovagale. Et bien ici, cette diapositive rentre un petit peu dans le détail et vous montre finalement le remodelage, et c'est désormais un concept qui est bien établi, la cardiopathie atriale. On a souvent parlé de cardiopathie ventriculaire. Eh bien, la fibrillation auriculaire, c'est le modèle par excellence chez l'homme et chez l'animal de la cardiopathie atriale. Là encore, l'hypertension artérielle, le couplage artériel avec le ventricule va modifier ce bloc ventriculo-artériel qui, à son tour, va avoir un impact sur la paroi de l'oreillette gauche. Vous savez que la paroi de l'oreillette gauche, elle est pleine de mécanorécepteurs qui sont très sensibles à la distension, qu'elle soit d'origine volumique ou liée à l'augmentation de pression, que cette paroi auriculaire, maintenant on le sait avec les études de cartographie, va pouvoir être modifiée dans sa teneur, dans la présence de fibrose, et ces anomalies ou cette hétérogénéité tissulaire fait le lit de la fibrillation auriculaire. Et puis, n'oublions pas, quand on fait notre Doppler transmitral et qu'on analyse onde 2, onde 2A, qu'elle est aussi, cette oreillette, pas seulement une poche passive, mais c'est une poche active, dynamique, et la systole auriculaire peut être altérée et contribuer à cette cardiopathie atriale. Alors, pour vous, cliniciens, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que quand vous allez faire le bilan d'un patient qui a ces deux comorbidités, que vous allez faire une échographie cardiaque, eh bien, l'étude de l'oreillette gauche, la taille de la paroi, le volume, la dilatation, et l'étude du ventricule gauche, l'étude de la fonction diastolique, le remplissage, la compliance, mais aussi le calcul de la masse ventriculaire gauche, va vous identifier des patients à haut risque de développer une fibrillation atriale. Vous le voyez ici, lorsqu'on compare des patients qui ont ou pas une hypertrophie ventriculaire gauche, eh bien, cette hypertrophie ventriculaire gauche est un pourvoyeur important de fibrillation auriculaire. Et puis à droite, vous avez une figure très intéressante où vous avez une intégration, puisque bien sûr on saucissonne le cœur, mais ce n'est pas comme cela. Il y a bien sûr souvent association, et vous le voyez ici, lorsque vous intégrez la masse ventriculaire gauche et le diamètre de l'oreillette gauche, chacun de ces facteurs indépendamment identifie des patients au risque de fibrillation atriale, mais mis ensemble, ces deux facteurs se potentialisent. C'est la pointe que vous voyez ici qui montre que finalement ces deux paramètres ont un impact. Enfin, nos patients, ceux dont on parle, qu'ils soient en fibrillation auriculaire ou hypertendus, sont des patients que vous allez suivre au cours du temps. D'où l'importance de contrôler la pression, de contrôler le rythme, de mettre en place votre traitement par anticoagulant ou de limiter le remodelage cardiaque. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout au long de leur histoire naturelle, cette association morbide va faire le lit des complications. Et tout ce que je vous ai dit sur cette association est vrai également sur les complications. Qui développe un risque cérébrovasculaire? Quelqu'un qui a une HTA non contrôlée et une fibrillation auriculaire qui a un impact sur le remodelage ventriculaire et atrial. Qui développe une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou plus tard réduite? Quelqu'un qui a une hypertension artérielle non contrôlée et qui a des remodelages liés à cette fibrillation auriculaire. Donc, en conclusion, juste pour marquer les esprits et pour reprendre un des premiers propos qu'on a évoqués sur l'épidémiologie, non seulement ces pathologies sont prévalentes, elles sont associées et elles font le lit de complications qui sont chiffrées ici, et vous le voyez, que vous soyez hypertendu ou en fibrillation auriculaire, votre risque de développer une complication cérébrovasculaire est respectivement augmenté d'un facteur 7 ou d'un facteur 5, et vous comprenez très bien que l'association des deux va majorer ce risque de complications. C'est vrai en particulier pour l'accident cérébrovasculaire, mais aussi pour les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, pour la mortalité totale, et puis aussi des choses dont on ne va pas parler, mais ce que j'appelle les collatéraux. On sait que cette association morbide, par exemple, augmente le risque de déclin cognitif ou le risque de pathologie anxio-dépressive. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette association morbide. Et puis, au lieu de faire des cœurs toute la journée, faites des triangles et pensez au triangle de Koumel qui illustre bien cette association entre hypertension artérielle et fibrillation atriale.
Merci à tous. Tu as dit un mot qui est assez fort. Tu as dit qu'il y a la gâchette et il y a une genèse qui commence dès le premier stade, en fait, de cette association dans les maladies. Si ça commence très tôt, je me pose la question, Thierry, si cette association, et ça commence très tôt, cet effet néfaste bilatéral, il faut dépister qui? Tout le monde? Tous les hypertendus, 15 millions, il faut les sélectionner. Et si je décide de le faire, comment je le fais? Des électros à tout le monde? Eh bien, tout à fait, Roland. C'est la question clé. C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre maintenant. Comme vous l'a montré Marie-Lucie, on est face au trouble du rythme cardiaque qui est le plus fréquent au niveau mondial. Et évidemment, il va falloir faire des choix. Alors, vous voyez ce monsieur-là qui plisse un petit peu les yeux, est-ce que c'est lui qu'on va cibler en premier? Est-ce que c'est plutôt cette dame-là? Quelle est la prévalence du trouble du rythme chez ce monsieur, chez cette dame? Vous avez vu également sur la carte que vous avez montré Marie-Lucie, qu'il y a un petit gradient nord-sud, que l'incidence également en termes de morbidité n'est pas la même chez l'homme et chez la femme. On va essayer de voir s'il y a des éléments qui peuvent nous aider pour choisir les bons patients. Alors, vous avez aujourd'hui deux grands types de dépistage de la fibrillation atriale qui sont possibles. Vous pouvez aussi choisir de ne pas dépister pour les patients qui ne le nécessitent pas. Le dépistage opportuniste, on va voir un petit peu ce que c'est, et le dépistage systématique. On a pour cela, évidemment, les sociétés savantes se sont penchées, comme nous tous là aujourd'hui, sur cette question, et on nous dit dépistage opportuniste de la fibrillation atriale est recommandé chez les patients hypertendus. Vous voyez que c'est une classe 1, donc c'est une classe très élevée, avec un niveau B. Également, dépistage systématique par l'électrocardiogramme doit être envisagé pour détecter la fibrillation atriale chez les plus de 75 ans ou chez celles qui présentent un risque élevé d'AVC. Mais bon, tout ça, c'est un petit peu vague et il va falloir qu'on raffine un petit peu parce que ça fait encore une population très importante. Et puis, si on est face à une population très importante, il va falloir faire la balance bénéfice-risque. Comme toujours en médecine, trouver un équilibre entre, d'une part, protéger, mais ne pas inquiéter inutilement, ne pas aller vers du risque de surdiagnostic, de surtraitement, le fameux incidentalome que connaissent bien nos amis radiologues, et en même temps, on sait que la fibrillation atriale est responsable d'un certain nombre d'accidents vasculaires cérébraux qui vont donner un handicap particulièrement lourd. Donc, on a envie d'essayer de voir comment trouver ces patients qui vont avoir un bénéfice important du dépistage. Donc, il n'y a pas 30 000 manières de faire. On va aller un peu dans la sphère, entre guillemets, policière, le profilage, les profilers. Vous savez qu'il y a des séries télévisées maintenant, profilers comme ça. Et bien, nous, on va profiler un petit peu nos patients pour essayer d'avoir les bons. Et je vais vous proposer plusieurs étapes. Première étape, on va rechercher des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux parce que tout de suite, on n'est pas du tout dans la même gamme de risques. Donc, c'est la première chose que je vous propose de rechercher. Deuxième étape, en fonction de l'âge, si vous avez moins de 65 ans, si vous êtes entre 65 et 74, ou si vous êtes au contraire vers plus de 75 ans, également, votre niveau de risque est différent. Et puis, on va raffiner encore plus. Troisième étape, vous allez rechercher des comorbidités. Alors, quelles comorbidités? Évidemment, l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée du sommeil, qui bien entendu m'est cher, le diabète, la bronchite chronique, les coronaropathies. Il y a 8 comorbidités. Dernière étape, donc il va falloir faire un choix. Pour ces populations, soit vous ne dépistez pas, dépistage opportuniste ou systématique, on va revenir ce que c'est. Je suis revenu en arrière. Dépistage opportuniste, qu'est-ce que c'est opportuniste? Vous avez l'opportunité, à l'occasion d'une consultation, à l'occasion d'une rencontre avec le patient, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément le cardiologue, ça peut être un infirmier, ça peut être un infirmier de pratique avancée, c'est un médecin généraliste, un autre spécialiste, il y a l'opportunité, il vient
vous rencontrez et vous saisissez l'opportunité de voir si le rythme cardiaque est régulier ou pas. C'est ça le dépistage opportuniste. Alors à qui ça s'adresse? Les patients donc, entre 65 et 74 ans sans comorbidité. Et vous voyez en bas la référence d'Europace, ce travail qui a été publié au mois de juin 2022, auquel toute la suite de la présentation va essentiellement se référer. Les patients qui ont moins de 65 ans avec au moins une comorbidité. Et puis, vous avez le dépistage systématique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire systématique? Ça veut dire que vous êtes proactif, que vous allez engager des dispositifs qui vont vous permettre de manière très active de voir si votre patient fait vraiment des épisodes d'arythmie. Post-AVC, quel que soit l'âge, patient de plus de 75 ans, et patients entre 65 et 74 ans avec au moins une comorbidité. Toujours la même référence. Vous retrouvez cet algorithme dans donc, la revue Europace qui reprend les étapes que je viens de vous détailler. Une fois qu'on a dit ça, il va falloir choisir un dispositif pour faire le dépistage. Mais aujourd'hui, on a un choix qui est assez large, alors comment faire le bon choix? La première chose, c'est que si vous en avez la possibilité, ce qui reste le gold standard, c'est l'électrocardiogramme 12 dérivations. Ça ne se discute pas. Mais la deuxième chose, et vous le savez, quand vous voyez le patient en consultation, souvent, il ne se passe rien, il n'a plus ses symptômes, et donc va se poser la question de comment l'enregistrer. Et donc, en fonction de la fréquence, s'il a des symptômes qui sont tous les jours, une fois par semaine, semestriel, une fois par mois, vous n'allez pas choisir le même type de dispositif. Et puis, et c'est très important, il vous faut tenir compte des préférences du patient. Parce qu'il y a des patients qui vont être effrayés avec ces nouveaux objets connectés, et puis il y en a d'autres qui sont très à l'aise. Et donc, vous n'allez pas choisir exactement le même type de dispositif selon nos patients. Là aussi, toujours cette publication de 2022 qui reprend ce que je viens de vous dire. Donc, de prendre en compte notamment la fréquence des symptômes. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a un dispositif qui finalement coche un peu toutes les cases, quelle que soit la fréquence des symptômes. C'est l'enregistrement d'une bande rythmique sur au moins 30 secondes. Et après, évidemment, on peut utiliser des dispositifs plus ou moins importants, y compris des systèmes d'enregistrement implantables. Alors, notre monde évolue. L'intelligence artificielle arrive, c'est le futur, c'est peut-être déjà un petit peu le présent. Comment est-ce qu'on va intégrer ces nouvelles modalités dans la prise en charge de nos patients? Et vous allez voir que certains dispositifs vont vous proposer de phénotyper plus précisément les patients pour approcher au plus près le niveau de risque cardiovasculaire du patient dans une idée d'intervention. Alors, vous avez le choix. Pour dépister l'arythmie, vous avez aujourd'hui des dispositifs qui vont fonctionner sur de l'optique, de la photoplétismographie. Vous allez pouvoir réaliser des bandes rythmiques électrocardiographiques. Vous avez des patchs. Et donc, selon les situations, vous allez vraiment personnaliser le choix de votre prescription. Alors, comment choisir? Donc, je viendrai un petit peu plus en détail sur les éléments techniques lors d'une présentation, je crois que c'est ce soir, mais il vous faut choisir le dispositif médical. Premièrement, il y a des éléments techniques, et c'est très important, c'est la fréquence d'échantillonnage, la qualité de la mesure, Roland vous en a beaucoup parlé, la donnée qui est un élément essentiel de notre société d'aujourd'hui, comment elle est collectée, est-ce que vous avez un accès direct à la donnée ? Est-ce que le dispositif que vous utilisez a été évalué? Est-ce qu'il y a eu des études cliniques? Combien ça coûte? Quel est le rapport coût-efficacité? Et est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce qu'il y a eu... vous allez pouvoir l'expliquer simplement à votre patient. Le premier critère de choix, c'est la facilité d'utilisation et de mise en œuvre du dispositif. Mais, évidemment, ça ne dispense pas du respect des autres critères. Et donc, j'en profite pour... vous présenter ce dispositif de notre partenaire aujourd'hui sur cette session, qui est le dispositif Home Run Complete, qui est un combo en fait entre une mesure de la pression artérielle oscillométrique
Et dedans, vous avez ce système que vous connaissez, qui est le système cardiamobile, qui va vous permettre d'enregistrer des bandes rythmiques de 30 secondes. Et lorsque vous aurez une irrégularité du rythme cardiaque, comme vous aurez la bande rythmique, vous pourrez, comme vous voyez les chiffres, avec un niveau de sensibilité et de spécificité qui est très bon, voir s'il s'agit d'une arythmie cardiaque authentique ou bien d'une extrasystolie. Alors Roland, je te laisse à nouveau la parole. Tu m'as beaucoup intrigué et tu m'as soulevé encore plus de questions. Au début, j'avais 3 questions. Là, tu me fais poser encore plus de questions. Avant d'aborder le sujet, dans l'avant-dernière diapo où tu as montré les différentes techniques, la photoplétissement et celle qui est basée sur l'électro, une dérivation, j'ai vu ici dérivation, etc. On est tous des cardio. Tu as une préférence au signal, j'ai failli dire EKG-based, basé sur un vrai électro ou photoplétissement. Moi, j'ai toujours un doute sur la photoplétissement. Je sais bien qu'il y a plein d'études qui ont montré, mais tu as une préférence? Parce que tu connais bien les machines. Alors, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Comme je le disais, ça dépend des situations et de exactement ce que l'on veut mesurer. Si on s'intéresse par exemple à la charge en arythmie cardiaque, aujourd'hui on n'a pas, en dehors des dispositifs éventuellement implantables avec des électrodes endocavitaires, de dispositifs en dehors de la photoplétismographie qui vont nous permettre de mesurer la charge en fibrillation atriale. Donc c'est un bon outil de dépistage. Après, derrière, quand on va soupçonner de l'arythmie, il va falloir quand même le plus souvent aller vers une documentation électrocardiographique. Donc on a vu que le gold standard, c'est le 12D. C'est pas toujours disponible. Donc là, on peut aller vers les bandes rythmiques. Mais la nouveauté, c'est que avec le fonctionnement des réseaux de neurones, etc., quand on va coupler ces dispositifs, on va arriver au fur et à mesure et de plus en plus avec une prédiction par les dispositifs, notamment de photoplétismographie. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut même faire des mesures sans contact du rythme cardiaque. On va arriver à une prédiction du risque d'arythmie cardiaque. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... ça dépend vraiment des situations et de ce que l'on veut exactement mesurer. Est-ce que c'est la charge ou est-ce que c'est vraiment le diagnostic de fibrillation atriale ou est-ce que c'est les deux? Voilà. OK. Dans une de tes diapos, je ne sais pas si vous avez été frappé comme moi, dans une de tes diapos, tu avais montré le bénéfice-risque et ce qu'il faut montrer. Et dans les risques, tu avais mis en bas les faux positifs. Il n'y a pas une technique dans laquelle il n'y a pas de faux positifs. Si je te réponds à l'américaine, and so what? Et puis après? Je ne suis pas en train d'annoncer un cancer, je ne suis pas en train d'annoncer... Il n'y a pas une technique qui est sensible et spécifique à 100%. Est-ce que c'est un vrai risque? Ça, c'est le premier point. Et toujours dans la même colonne, tu as mis dépistage d'autres anomalies. Mais tant mieux si j'arrive à dépister d'autres anomalies que uniquement l'arythmie. Donc, pour répondre tout d'abord à la première question, on en a parlé un petit peu tout à l'heure ensemble, le surdiagnostic, notamment le surdiagnostic d'arythmie atriale, quel est le risque? C'est derrière de mettre en place un traitement anticoagulant et d'engendrer un surrisque hémorragique, comme on l'a vu récemment, par exemple, dans l'étude NOAA-AFNET6, où les patients traités sous anticoagulants font plus d'accidents hémorragiques. Donc on n'a pas vraiment envie d'aller vers du surdiagnostic et du surtraitement, et on a vraiment envie de profiler au mieux nos patients. Et puis, pour parler des autres anomalies, ça va dépendre de ce qu'on va trouver exactement comme autre anomalie. Il a été publié, par exemple, avec le système Cardia. On peut aujourd'hui dépister un certain nombre de canalopathies ou des problèmes d'allongement de QT, etc. Donc, ça peut évidemment être utile. Mais attention, à partir du moment où on va s'adresser à une population extrêmement large,
ça risque de générer des demandes très importantes qui sera compliqué de gérer. C'est là où il nous faudra nous structurer, nous organiser et pour donner des réponses les plus adaptées à nos patients. Je t'embête avec ces questions, mais je pense, et je suis très sérieux, il y a une vingtaine d'années, je commençais à vous parler, pour les plus vieux parmi vous, de l'automesure, et que l'automesure est un élément très important de la pression artérielle, et ne vous inquiétez pas, parce que ça va dépister, ça va faire ça. Je vois une similitude énorme entre les deux. Je reviendrai sur un élément, et j'aimerais prendre ton avis aussi, Atul, parce que je sais que tu es impliqué dans les recommandations. J'ai mon point de vue, je veux le montrer, mais juste avant, je veux vous montrer cette diapo qui est assez frappante, qui montre le bénéfice du dépistage de la fibrillation auriculaire. Ne la lisez pas, regardez juste ce que j'ai noté en orange. J'ai commencé mon topo tout à l'heure en vous montrant des institutions, l'hôpital, la PHP, l'INSERM, etc. Regardez les entités qui figurent sur cette diapo, la Apple Heart Study, la Hawaii Heart Study. J'ai pas mis la Samsung, j'ai pas mis la Microsoft qui est impressionnante et pour moi l'une des plus belles ces dernières années. Vous allez avoir des new players, des nouveaux joueurs dans ça, et ne sous-estimez pas leurs résultats. Il y a plein d'études, c'est pour ça que je vous dis ne lisez pas la diapo, je vous ai montré parmi les plus importantes, mais il y a plein d'études qui ont montré que ce dépistage est très intéressant. Et ce n'est pas du tout un hasard, tu nous as montré l'appareil le tout dernier qui vient d'arriver, Omron, que je remercie d'ailleurs pour le Sampo, a compris, puisque Atul, tu nous as expliqué ce mixage entre les deux. Je suis le premier au monde dans les tensiomètres, je ne suis pas idiot. Tensiomètre plus électro, c'est l'appareil combiné, c'est l'appareil idéal, et il a lancé l'appareil. Juste pour vous montrer qu'ils l'ont lancé, mais ces gens commencent à être très scientifiques. Il y a énormément de publications. Je vous montre juste celle-ci, qui montre la sensibilité et la spécificité si je le compare à l'interprétation du médecin ou si je le compare et le complete et l'enregistrement. Donc, c'est des appareils qui sont fiables et validés, etc., etc. Parmi les points que tu as soulignés, j'avais dit c'est le diagnostic d'autres anomalies. Et Marie-Lucie a un cas clinique que je trouve extraordinaire, parce que exactement c'est la réalité, et vous allez voir à partir d'un dépistage où on arrive. Mais avant d'arriver là, donne-moi une minute Marie-Lucie, j'ai un souci avec les recommandations. J'essaye de comprendre. Ça n'engage que moi, hein, ce que je dis. Moi, quand on me dit dépistage opportunistique, dépistage systématique, moins que 65 ans, plus de 75 ans, plus de je ne sais pas quoi, pour moi, je suis en train de passer des données, ce qu'on appelle en catégoriel. Or, si je t'ai bien écouté, tout est en continu. Pourquoi cette genèse qui est en bilatéral, en continu, et je répète, le premier signe qu'on m'a appris quand j'ai commencé à brousser, à faire l'hypertension, cherche la double onde P, l'oreillette. Donc c'était l'un des premiers signes avant l'HVG, on l'a tous appris peut-être. Si la genèse commence très tôt, et elle est continue pendant toute l'évolution de la maladie, pourquoi arriver à catégoriser? Alors, je veux dire, nous sommes tous des experts, on est tous impliqués. Il y a peut-être parmi vous qui sont impliqués dans les guidelines. Peut-être c'est mes cheveux blancs qui commencent à mettre des points d'interrogation partout. Pourquoi? Pourquoi ils sont passés d'un paramètre continu à du catégoriel? Pour des raisons économiques, pour des simplicités, ou c'est la première étape, comme on avait commencé avec l'automesure? Je vais te retourner la question. Toi, qui es l'homme de la mesure,
Pourquoi tu définis l'hypertension avec un seuil de 140-90 ou 135-85? On sait que le risque cardiovasculaire augmente dès 110-70 ou 120-70. Donc on sait que le risque lié à la pression artérielle est un risque continu, mais on a défini des seuils diagnostiques, thérapeutiques. On aurait pu tout à fait dire, bah, après tout, dès que quelqu'un a plus de 12,8, on considère qu'il est à risque. Et donc pour répondre à ta question, il y a 3 réponses. Un, c'est une stratégie pratique. C'est-à-dire que nous, on a été éduqués, en tout cas notre génération de médecins, ça va changer, comme des médecins biologiques, des médecins du biomarqueur. On dose la troponine, elle est élevée, elle est normale ou pas. On dose l'ONT-proBNP, on dose l'hémoglobine glyquée, on dose le LDL cholestérol, on dose la pression artérielle. Et donc, l'esprit humain qui dose, il a besoin d'être guidé, et il est guidé uniquement par des approches binaires. Parce que là, la gestion d'une variable continue et la gestion d'une variable dichotomisée, pour l'esprit humain, qui est un esprit simple, aujourd'hui sans machine, est très complexe. Donc, il y a d'abord un aspect pratique, et c'est vrai pour tous les enseignements de toutes les maladies où on a des biomarqueurs. On fait normal, pathologique, même si souvent, il y a une notion de continuité. Demain, je crois qu'avec les outils modernes, Thierry hoche de la tête, il connaît ça mieux que nous, mais les outils d'intelligence artificielle, d'intégration de data, de continuité de prédiction, ça changera. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a un aspect médico-économique, puisque qui dit seuil et diagnostic dit traitement. Donc, pareil, je reprends toujours le concept de la pression artérielle. On a eu Trophy, étude qui montrait que les préhypertendus traités par candesartan retarder l'apparition d'une hypertension artérielle vraie. Mais on n'a jamais traité les préhypertendus. Il y a quelques soubresauts dans les recommandations. On dit les gens qui sont en dessous de 140-90 mais qui ont un risque cardiovasculaire élevé, autrement dit qu'une pression artérielle normale haute, en dessous du seuil, mais qui ont un risque élevé, doivent être traités. Mais là aussi, pour des raisons médico-économiques, on ne le fera pas. Dans la littérature, il y a un papier dans le BMJ qui rapportait qu'à chaque fois qu'on change une mesure diagnostique, on augmente le bassin de population à traiter de 30%. Obésité, 35 BMI à 35, on passe à 30, hémoglobine glyquée, pression artérielle aux États-Unis. Le calcul avait été fait, de passer de 140-90 à 130-80, ça augmente la population des hypertendus de 30%. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième et dernière raison, c'est je pense que c'est toujours quelque chose de compliqué que de convaincre les gens sur quelque chose de continu. C'est-à-dire que épidémiologiquement, cliniquement, parce que si on dit qu'un risque est continu, les gens ils sont tout le temps à risque. Parce que la difficulté, c'est comment on quantifie un risque sur une variable continue. Donc il y a ensuite la validité externe. Comment on transforme en pratique clinique une donnée continue en donnée dichotomique. Donc, mais probablement que ta question elle est pertinente et que dans les prochaines recommandations, tu auras un peu plus de cheveux blancs moi aussi, peut-être qu'il y aura cette intégration de la variable continue. Je ne pense pas. Je ne pense pas, sérieusement, je ne pense pas. Je voulais soulever cette question, en fait, pour vous passer le message qu'on on est toujours arbitraire et on passe de contenu à catégoriel. Il a parfaitement raison quand il dit pourquoi on a fait ça à la pression. Parce que quand on prend la courbe, même si elle est en continu, on essaye de chercher les points d'inflexion majeurs. Et on prend ce point d'inflexion majeur et on dit, paf, voilà le seuil, parce que c'est là où j'ai le plus grand bénéfice, etc. Donc, c'est des points d'inflexion. Bien entendu, si je suis plus âgé, ma courbe, je suis sur la pente ascendante. Si j'ai une comorbidité à côté, c'est pour ça qu'ils le font. Le point d'inflexion devient plus important. Mais je voulais vous faire passer ce message que ce n'est pas non plus illogique de commencer à penser à ça dès le début de la maladie. Marie-Lucie, je te promets, je me tais, je sais que je suis bavard. Okay. Présente-nous ton cas qui me tient beaucoup à cœur, c'est la détection d'autres anomalies. Donc après ces réflexions mathématiques et également philosophiques, voilà un cas de la vraie vie qui va nous permettre de réfléchir et de travailler ensemble. Encore une fois, ce n'est pas un cas construit, c'est vraiment du vécu. Oui, alors ça y est, on arrive à la fin de la session et je vous propose effectivement qu'on se replonge dans la clinique avec toutes les connaissances que vous venez d'acquérir. Moi, je trouve que c'est génial cette session. Merci à Ambron, pareil, pour cette invitation et surtout les coulisses de la création de cette session. Quand on a discuté, on avait dit on va mettre les cas cliniques et puis d'abord les cas cliniques, puis ensuite ci, puis ensuite ça, puis finalement on s'est dit que c'était mieux de faire un mélange des discussions et j'espère que pour vous c'est un plaisir comme ce l'est pour nous.
Donc, je vous propose qu'on en discute de ce deuxième cas clinique qui me tient à cœur hein, pour beaucoup de raisons, et en particulier parce que c'est un vrai cas et parce que ça s'est passé véritablement comme ça. Alors, on va commencer par des choses simples. Elle a 79 ans, Madame C. Elle est hypertendue, elle est sous bithérapie classique, ARA2, un diurétique thiazidique, et elle consulte le remplaçant de son médecin traitant parce qu'elle a des malaises avec quelques vomissements. Elle interpelle en disant je remarquais, parce que je suis hypertendue et parce que je suis une bonne élève et parce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire une automesure, je remarquais que ma fréquence cardiaque, à chaque fois que je la prends avec mon appareil d'automesure, elle est fluctuante. Et de temps à autre, je passe à 30, et de temps à autre, je passe à 80. Et je ne comprends pas, docteur, très honnêtement. Et elle pose la question clairement en disant, franchement, est-ce que c'est fiable ce tensiomètre? Moi, j'ai l'impression que c'est une question des piles, j'ai l'impression que je ne maîtrise pas bien, mais voilà, je voulais juste vous le dire, mais je n'ai pas pu vous l'amener, je n'ai pas pu vous amener l'appareil ni rien du tout. Donc, le médecin traitant dit, attendez, je ne comprends pas très bien, voyons voir cette histoire. J'ai la chance, je vais faire un électrocardiogramme. Je fais cet électrocardiogramme et je vous invite à me dire, vous, cardiologue, hein, vous allez m'apprendre des choses que je n'ai même pas vues. Hein. Moi, je suis interniste, hein, hypertensiologue, donc je ne sais pas bien lire, je vous avoue. Et du coup, qu'en pensez-vous? Moi, je joue le rôle du généraliste, hein, donc grosso modo, on ne connaît pas bien. Je vois qu'il y a des petites choses, mais je ne suis pas très claire dans ma tête. Des petites idées. Allez, on a encore quelques minutes. Un cardiologue. J'ai entendu hémibloc antérieur gauche devant moi. Bloc de branche. Comment? Large. Large. Ok, complexe un peu large. Extrasystole, j'entends par là, ok. Un hémibloc antérieur gauche, ok. J'entends bloc droit devant moi. Oui. Bloc de branche droit, bon d'accord. Il y a tout, là. Bon. Droit, hémibloc antérieur gauche. Ok. Bifasciculaire. Ok. Donc il est le 2 août 2023 et l'interprétation automatique de l'électrocardiogramme dit bradycardie sinusale, bloc de branche droit complet, hémibloc antérieur gauche, bloc bifasciculaire, HVG. Voilà ce qu'il dit, l'appareil. Moi, je suis généraliste, c'est pas péjoratif, hein. Je suis qui je suis. Je suis donc pas cardiologue et je suis pas très à l'aise. Je suis pas très à l'aise. Donc, je me dis, mon travail est quand même de passer un petit coup de fil à un cardiologue et je l'appelle. Et je lui dis, écoute, j'ai mon électrocardiogramme et il faut absolument que tu me dises qu'est-ce que je fais d'elle, puisqu'elle est un peu inquiète, mais elle est très bien, elle se porte très bien, elle est parfaite, tout ça. Le cardiologue regarde, dit, écoute, si, il n'y a pas plus, bon, malaise, etc. Je conseille qu'il y ait une surveillance tensionnelle parce que je ne sais pas très bien quels sont ses chiffres tensionnels, tu la suis pour son hypertension, et puis tiens-moi au courant, laisse-la partir. Ok, donc voilà ce qu'on fait. Et puis la patiente, elle est très claire dans sa tête, elle dit, ok, je vais faire mes automesures, et puis au départ, elle ne tient pas compte de la fréquence cardiaque, elle n'avait pas compris, puisqu'on lui dit chiffre tensionnel, donc elle est gentille, et vraiment gentille. Et puis à un moment donné, jeudi, vendredi, puis dimanche, elle commence à se dire, ah tiens, là je suis à 33 de pouls, c'est bizarre, puis je passe à 48, puis je passe à 50, tiens, en fait, je me trompe, je vais discuter avec ma famille, j'ai 63, en fait, je n'ai pas bien vu, c'est les piles, c'est cet appareil, je passe de 51 à 33, ça ne va pas du tout, cet appareil ne marche pas très bien. Ok, acte. J'irai voir mon médecin quand il reviendra des vacances, puisque c'était le remplaçant, et on verra tout ça ensemble. Et puis, elle prend la tension. Elle ne se sent pas très bien, elle dit, bah, cette fois-ci, je ne me sens pas bien, vraiment. Il est 15 heures, il est le 11 août, elle prend sa tension, et là, elle est à 17,10. Donc là, elle est inquiète, elle se dit, là, vraiment, ça ne va pas. Le cardiologue avait raison, il fallait surveiller ma tension. Je vais appeler parce que je sens que je ne suis pas très bien, je ne perds pas connaissance et j'ai ces chiffres tensionnels avec cette fréquence cardiaque. Que pensez-vous? Est-ce que ça vous interpelle? Je pense qu'elle va s'arrêter.
Il y a le petit cœur là. Sur le... Ah, merci. J'ai entendu Yatou. BAV à ma droite. Voilà. Donc, on va se dire que Marie-Lucie n'avait pas beaucoup de cas cliniques à vous présenter. Ouais, bon, d'accord, alors ça y est, c'est son petit cœur et elle est en fibrillation, ça va, c'est bon, c'est plié. Bon après-midi. Peut-être. Que faites-vous à ce moment-là, puisque elle vous appelle, et là, cette fois-ci, le cardiologue? De quoi vous avez besoin? Un électrode. J'entends le temps rythmique de 24 heures. Alors, j'entends plein de choses, mais j'entends pas clair, moi. Je lui dis de venir, je lui dis d'aller aux urgences, je lui dis rien, je lui dis machin, je la vois tout à l'heure. Moi, j'ai entendu consultation, ECG, Holter. Consultation ECG Holter. Bah, moi, je ne suis pas contre. Et donc, on pourrait dire que la solution 1 à ce cas clinique, encore une fois, bah, on fait l'électrocardiogramme, il a une fibrillation auriculaire, ok, très bien, ça y est, j'avais les petits signes, les petits cœurs, et la 17, finalement, c'est peut-être bien son 17, puisque Roland nous a expliqué par A plus B que la pression artérielle systolique, en tout cas, on pouvait véritablement dire que c'est ça. Donc, elle est à 17, elle est impressionnée, elle fait le malaise, elle a le 30 de fréquence cardiaque. Bon, elle est en fibrillation auriculaire terminée. Mais il y a peut-être... Ah, il ne faut pas... Bravo. D'accord, on va continuer. J'ai dit solution 1. Et si on est d'accord sur tout ce qui vient d'être discuté, la très jolie partie technique qu'on nous a expliquée, la belle discussion et puis la belle physiopathologie que tous nos 3 orateurs nous ont fait, eh bien, si on est binaire, tel que Atul nous l'a dit, eh bien, en fait, il y a 2 types de patients sur lesquels on peut, sur cette solution 1, se dire qu'il aurait fallu dépister peut-être plus vite, peut-être plus tôt, j'en sais rien. J'y étais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ce continuum dont on vient de parler, c'est-à-dire le départ d'une hypertension artérielle jusqu'à arriver à malheureusement l'insuffisance cardiaque avec toutes les complications, eh ben, on a différents types et profils des patients pour lesquels il ne faut certainement pas oublier. Le sujet âgé particulièrement, qui peut être le cas des 2 cas que je vous ai présentés. Le sujet jeune, et bien évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec l'hyperaldostéronisme primaire et l'effet des rénines chez ces patients-là et les risques d'avoir de la fibrillation auriculaire. Le profil typique du premier patient d'ailleurs, hein, hypertendu, obèse, machin, diabétique, etc. La présence de l'HVG et malheureusement, sur cette partie-là, toutes les complications qu'on connaît très bien, c'est-à-dire le coronarien, toute la partie neurohormonale que Atul nous a dit, puis après, remodelage jusqu'à l'insuffisance cardiaque. Donc, on pourrait s'arrêter là. Maintenant, j'y vais sur ce qui s'est passé. À 14 heures, on voit ça. Un membre de sa famille dit « on prend le pouls », la vraie vie. Elle est bien à 30. Mais il y avait son fils, un jeune, qui dit « attendez, moi j'ai une super montre ». Elle fait l'électrocardiogramme, on lui pose la montre et on y va. On fait l'électrocardiogramme, 30 secondes de tracé, et là, on est bien avec un BA complet. Le jeune appelle évidemment le SAMU, il dit voilà j'ai un électrocardiogramme comme ci comme ça, ok très bien monsieur, bougez pas, c'est parti, 30 secondes, 15h20 on appelle, le SAMU arrive, à 18h elle est à l'USIC, on pose le diagnostic vrai, elle est sous Isuprel, évidemment il ne faut pas tomber malade autour du 15 août, c'est comme ça, mais le 14 août elle a de la chance, on lui pose son pacemaker double chambre et elle ressort et maintenant elle est tranquille chez elle. Et je pense que c'est vraiment un cas pour lequel on peut discuter, là, avec les quelques minutes qui nous restent, sur comment on peut conclure, Roland, cette session et qu'est-ce qu'on peut discuter par la suite. Moi, je voulais absolument insister sur le deuxième cas clinique pour sortir un peu de la fibrillation auriculaire. Vous l'avez dit tout de suite quand vous avez vu l'électro, qu'elle a peut-être une maladie d'oreillette ou qu'elle passe en BAV, etc. Je ne dis pas que c'est des méthodes
pour ça, mais je dis que ça peut dépister des choses beaucoup plus graves que parfois une fibrillation. Si j'ai à conclure, je dirais quoi? Tu nous as montré que l'hypertension est le facteur de risque le plus important en termes de prévalence. Tu nous as montré que la fibrillation auriculaire est l'arythmie la plus fréquente parmi les arythmies, que le couple hypertension-fibrillation auriculaire, c'est le mauvais couple, c'est les bad boys du cardiovasculaire, je vous ai montré que la mesure, maintenant, on peut la faire, on a des appareils, les générations ont changé, on peut mesurer la pression, la détection de la fibrillation auriculaire est fiable, la mesure de la pression artérielle est fiable, et notamment pour la pression systolique. Tu nous as montré qu'il y a plein d'appareils disponibles, et en fonction du profil et du patient, et en faisant le fameux strat que tu as suivi, le 1, le 2, le 3, on peut arriver à utiliser des appareils faciles, et c'est quelque chose qui est important. Moi, j'ai deux questions. C'est l'avenir. L'avenir, est-ce qu'il va nous falloir plus d'études, le CAFLES, où ça va arriver? Et je terminerai par une annonce pour... il n'y a pas de diapo. Non. L'annonce est importante, mais j'ai l'impression que... pourtant, c'est pas moi qui l'ai enlevé. Je vais y arriver à l'annonce. On va le faire à l'oral. On peut le faire à l'oral, Marie. Tu le fais à l'oral parce qu'on va passer la salle. En attendant que tu retrouves la diapo et je vais passer la salle, j'en profite pour vous dire que Omron va organiser des symposiums régionaux pour la présentation et que vous puissiez tester l'appareil Omron Complete dans vos cabinets. On va réaliser une enquête qui va faire travailler à la fois la Société française d'hypertension artérielle, le Syndicat national des cardiologues, avec un premier symposium régional qui aura lieu à Paris, justement le lendemain des journées d'hypertension artérielle, où vous êtes évidemment conviés. Une deuxième date qui est le 27 janvier à Nantes, et une troisième date qui est le 16 mars à Bordeaux, où vous pourrez vraiment tester ce dispositif après sur vos patients. Je vous remercie tous d'être venus à cette session. Je vous rappelle également de ne pas oublier de signer, pour ceux qui sont inscrits, les DPC. C'est absolument fondamental. Hein, donc signez bien ces dispositifs. Et je vous dis à très bientôt. Et une nouvelle fois, merci à notre partenaire Omron Healthcare pour l'organisation de ce symposium. Ah oui, bon, mais je le dirai demain, ça. Et pour ceux qui s'intéressent aux dispositifs connectés, je vous donne rendez-vous à 17h45. Merci beaucoup. On a essayé de... Super.